31 mai 2014 à Waukesha, Wisconsin. Dans la pénombre dense de la forêt de Davids Park, 3 filles s'aventurent pour une partie innocente de cache-cache. Parmi elles, Peyton Leutner, se cachant avec excitation, ne s'attendant pas à ce que le jeu prenne une tournure aussi sombre. Alors qu'elle pensait simplement reprendre le jeu, une atmosphère lugubre s'installa. Soudain, l'une des filles sortit un couteau de cuisine, tandis que l'autre immobilisa fermement Peyton. Dans un cauchemar de terreur, elle fut frappée de 19 coups de couteau sur les bras, les jambes et le torse. Les 2 filles s'échappèrent, laissant Peyton dans un état désolé. Pourtant, puisant dans ses dernières forces, la jeune fille réussit à se traîner jusqu'à une route proche où un cycliste, alerté par son état lamentable, appela les secours. Les 2 filles responsables de cette atrocité, Anissa Weier et Morgan Geyser, justifièrent leurs actes en affirmant qu'une créature nommée le Slender Man leur avait ordonné de sacrifier un enfant pour l'apaiser. One of the teens who stabbed a classmate in the so-called Slender Man case has been released from custody. Weier has spent the last few years at the Winnebago Mental Health Institute following her conviction in the near-fatal stabbing of Peyton Leutner. Tearful apology in court Thursday from Morgan Geyser, and I'm sorry to her former friend for stabbing her 19 times. But the Wisconsin judge still gave her the maximum sentence. A teenage girl who likely won't experience freedom until her 50s because of a crime she committed. Anissa Weier was one of 2 teens found guilty by a Wisconsin jury of trying to kill her classmate to please a mythical character known as Slender Man. Mais revenons en arrière. En 2009, sur le forum Something Awful, un site plutôt vieux qui mélange toutes sortes d'informations, de blogs, de discussions, de mèmes, tout ce qui fait l'essence d'internet quoi, un concours se met en place. Dans ce concours, les participants sont invités à imaginer une créature terrifiante, complète avec une histoire cohérente derrière. Un certain Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen, s'est lancé dans l'aventure, il a créé une figure énigmatique qu'il a baptisée le Slender Man. Les images qu'il a partagées dans le cadre de ce concours montrent cette silhouette longiligne se tenant en arrière-plan, souvent près de groupes d'enfants, créant ainsi une atmosphère assez sinistre. Mais c'est pas tout, Victor a également tissé une trame narrative complexe autour de Slender Man, ajoutant une profondeur supplémentaire à son personnage. Une des 2 photographies récupérées de l'incendie de la bibliothèque municipale de Sterling. Remarquable pour avoir été prise le jour où 14 enfants ont disparu par ce que l'on appelle le Slender Man. Des formations citées comme défaut de la pellicule par les autorités, l'incendie de la bibliothèque s'est produit une semaine plus tard, photographie réelle confisquée comme preuve. 1986, photographe Mary Thomas, disparue depuis le 13 juin 1986. Ces photos ont rapidement captivé l'imagination des internautes. Slender Man est devenu un phénomène viral, se répandant comme une traînée de poudre à travers les recoins les plus sombres d'internet, une portée que même le créateur original n'aurait jamais imaginé. Bien que le Slender Man soit un personnage fictif, inventé de toutes pièces par un mec déter sur un forum, il puise ses origines dans plusieurs mythes et folklore, comme le Der Grossman par exemple pour le visuel, des créatures comme le croque-mitaine et le Corrigan pour le côté kidnapping d'enfants. L'histoire de Slender Man a vraiment propulsé les creepypastas et les légendes urbaines sous le feu des projecteurs, avec des adaptations en jeux vidéo, un film, un documentaire et plus tristement l'incident de tentative de meurtre que j'ai mentionné plus tôt, faisant de lui la creepypasta la plus célèbre à ce jour. Les creepypastas tiennent leurs origines des légendes urbaines, comme dit précédemment, dont le terme est apparu début des années 1968 et popularisé par un certain Jan Harold Brunvan dans les années 80, qui s'est dit que ça serait une putain de bonne idée de faire des ouvrages hyper stylés sur plein de légendes et folklore d'horreur. C'est notamment lui qui popularisera la légende de l'autostoppeuse fantôme. Ce terme de légende urbaine a peu à peu évolué avec les siècles et l'apparition d'internet, et notamment des courriels qui permettaient la transmission plus facile de ces histoires flippantes, et c'était surtout un bon moyen de casser les couilles à tout le monde avec ces chaînes d'horreur que si tu partages pas à 20 potes, y a le fantôme sur ton lit qui va te mettre un doigt dans le cul. Le terme creepypasta, lui, est apparu pour la première fois sur des forums obscurs de 4chan en 2007 et provient de creepy et copy-paste, faisant référence au fait que ces histoires sont largement copiées et ripostent un peu partout sans forcément être créditées. Et oui, désolé à tous ceux qui pensaient que ça voulait dire les pattes effrayantes, oui je sais, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est vraiment à partir de 2010 que ces histoires flippantes partagées sur internet ont pris leur essor, avec la popularité de Slender Man d'une part, mais aussi d'autres creepypastas connus comme Jeff the Killer, Ben Drowned,
Side Mouse et j'en passe. Je suis sûre que là, je suis en train de vous bring back so much memories. On a pu voir pendant cette période l'explosion de sites comme Creepypasta from the Crypt, creepypasta.com, sur YouTube des chaînes comme Pourquoi avoir peur ou encore Mr Creepypasta ont marqué pas mal d'esprits en soif de frissons, je pense. Je me rappelle en ce qui me concerne, la première creepypasta que j'ai connue, c'était celle de la musique de Lavanville dans Pokémon Rouge et Bleu version japonaise. Alors pour les 3 du fond qui n'ont jamais entendu parler de la musique de Lavanville, Pokémon Rouge et Bleu version japonaise, ville de Lavanville, musique qui cause aux enfants de passer de vie à trépas. À l'époque, je me rappelle, j'avais trouvé la version originale de cette musique sur YouTube et je l'avais écoutée et j'étais grave en mode oh mon dieu, ça se trouve, je vais mourir ou ça va me causer des dommages irréversibles sur mon cerveau. Comme quoi c'est des conneries, je vais très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les creepypastas qui vous ont le plus marqué dans votre enfance. Ça m'intéresse de voir celles qui vous ont vraiment fait flipper. Dans l'univers merveilleux des creepypastas, il y avait différentes grandes familles selon moi. Les histoires basées sur des lost épisodes de dessins animés de notre enfance en général. Side Mouse, Dead Bart et le petit de Carlos pour citer que les plus connus. Le but ici était très souvent de prendre un concept culturel connu, souvent rattaché à l'enfance, et d'imaginer un épisode perdu qui aurait contenu des images effrayantes et beaucoup plus sérieuses et adultes que ce que le dessin animé véhiculait à la base. Celles basées sur les jeux vidéo, la cartouche hantée de Pokémon Black, Sonic.exe et Ben Drowned sont pour moi celles qui m'ont le plus marqué. Souvent c'était un vieux mec qui trouvait une cartouche weird à une brocante du coin et qui décidait d'y jouer. En découlaient des événements paranormaux et flippants. J'aimais bien celle-là parce que souvent t'avais des mecs relativement déter pour créer une version du jeu vidéo en question modée pour coller à la creepypasta. See you in the Helltales. No! Genre par exemple, je me rappelle très bien de la peur que j'ai pu ressentir avec Ben Drowned. Je trouvais les vidéos vraiment super bien faites, surtout les moments avec la statue de Link. Et ce avec la musique en reverse. D'ailleurs, Jedusable, le créateur de la creepypasta, est revenu en 2020 en plein Covid et a donné une suite à son histoire, transformant une creepypasta qui a marqué beaucoup de jeunes en un ARG bien construit et plein de surprises. Ça fait vraiment plaisir, je vous conseille franchement d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Il y avait aussi cette catégorie bien spéciale des creepypastas basées sur des pseudo-émissions et diffusions télévisuelles, soit fictives, soit basées sur une ou plusieurs véritables chaînes, mais qui dans l'histoire auraient diffusé des événements étranges. J'entends par là des creepypastas comme The Wyoming Incident, qui, fun fact, je pensais que c'était une vraie histoire jusqu'à très récemment. Je pense que c'est dû au fait que c'est une histoire de hacking de programmes télé qui peut arriver dans la vraie vie, comme l'incident de Max Headroom par exemple, qui lui pour le coup a vraiment existé. D'autres aussi comme Bonnuit.mid et Kendall Cove, dont j'ai parlé dans cette super vidéo avec Chris Traub, n'hésitez pas à aller la voir, je vous jure qu'elle vaut vraiment le coup, font aussi partie de ce domaine. Les creepypastas dites communautaires, alors ça, c'est un vrai délire. La fondation SCP étant l'histoire la plus fournie avec des centaines de monstres, des systèmes de classification par danger, des centaines d'histoires reliées à ces monstres, de la simple machine à café qui peut te servir du sang de dinosaure, à l'escalier infini qui veut ta mort. L'histoire la plus fournie, Bon enfin, c'était jusqu'à ce que 4chan nous ponde une histoire tout aussi vertigineuse à partir d'une simple photo de Liminal Space. Le but ici est de compter sur les gens du forum pour ajouter leur pierre à l'édifice, et c'est pour moi la forme la plus intéressante d'histoire d'horreur. Il y a des gens beaucoup trop créatifs, vraiment je vous conseille d'aller voir la fondation SCP ou les Backrooms, c'est des véritables terriers de lapin. Les monstres comme le Slenderman ou encore le Rec faisaient partie des creepypastas basés sur les entités et les monstres, un peu bruts de décoffrage, avec des soi-disant found footage de créatures terrifiantes. Je sais que l'histoire du Rec, elle m'avait vraiment fait flipper à l'époque, surtout cette photo et cette vidéo. Celles sur des lieux hantés, comme Abandoned by Disney, The Diana House et l'expérience russe sur le sommeil, même si cette dernière faisait aussi partie de la famille des creepypastas basés sur des expériences loufoques et complètement horribles que l'être humain ne serait absolument pas capable de faire dans la vraie vie, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas? Celles sur les objets hantés, comme la poupée Robert ou encore Smile.jpg, qui étaient pour moi les plus efficaces car elles parlaient souvent d'objets du quotidien, comme une simple poupée ou une image, et c'était donc très facile de s'identifier à elles. Moi, c'était vraiment la photo de Smile.jpg. Je sais qu'il y en avait plusieurs, mais c'était surtout celle-là qui m'avait marqué. Et enfin, la catégorie la plus connue, je pense, celle des tueurs ou psychopathes surnaturels, ou les deux. Une catégorie très fourre-tout où pendant des années, on pouvait voir des histoires popper tous les 2 jours avec en général des jeunes garçons qui se faisaient bully par la vie et qui devenaient des psychopathes sanguinaires, comme Jeff the Killer, un enfant de 13 putains de piges qui se fait défigurer par des brutes de son quartier, vire complètement fou zinzin et se met à tuer des gens tout en leur disant que nous vivons dans une société, je suppose. Cette creepypasta a brillé par son histoire complètement débile et mal écrite qui a quand même marqué des enfants jeunes et naïfs comme moi à l'époque. D'autres histoires comme Eyeless Jack ou encore Loathing Jack, ouais apparemment c'était pas bon de s'appeler Jack à l'époque, qui mettaient en scène souvent des adolescents ou des jeunes adultes, souvent de sexe masculin, qui devenaient fous zinzin et qui tuaient sans vraiment trop de raison, amenant à une période très sombre des creepypasta. Vous voyez déjà peut-être de quoi je veux parler. Comme dit dans l'introduction de cette vidéo, la plupart des gens qui étaient intéressés par les creepypasta étaient pour la plupart des adolescents, voire des pré-ados, voire des enfants pour les plus téméraires, ce qui a créé des moments assez cocasses comme des filles qui tentent de sacrifier leurs potes pour une légende urbaine sur internet, ainsi que des centaines de gosses qui décident par une raison plus ou moins obscure de fétichiser des tueurs psychopathes présents dans ces creepypasta. Si vous aussi vous avez été témoin de cette trend à l'époque, j'ai peut-être fait remonter quelques PTSD. Sérieux, c'était hallucinant le nombre de fanarts trop bizarres avec Jeff the Killer que j'ai vu et que honnêtement je n'aurais jamais voulu voir. Des fanfics entre monstres machins et tueurs creepy bidules qui sont non, c'est vraiment trop grave. Plus sérieusement, cette traîne un peu étrange d'actualiser des personnages de fiction a toujours existé. Les gens ont tendance à humaniser des personnages, même les plus terrifiants, en leur attribuant des émotions et des traits humains complexes. Ça peut conduire à développer une forme d'empathie ou de fascination pour ces personnages qui se traduit parfois par une attraction ou une identification. La figure du mauvais garçon ou du rebelle était courante dans ces nombreux récits et est souvent associée à une certaine attirance sexuelle. Les tueurs et les monstres de creepypasta peuvent incarner cet archétype, attirant ceux qui trouvent du charme à la dangerosité et à l'interdit. La communauté des fans joue un rôle crucial dans la réinterprétation des personnages. Dans le monde des fanfictions, il est fréquent que les fans explorent différentes dimensions des personnages, y compris leur sexualité. Cela peut mener à la création d'histoires où les personnages sont dépeints de manière plus érotique ou romantique. Des personnages féminins issus des jeux vidéo non humanisés les plus sexy. Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Certains personnages de creepypasta comme Jeff the Killer sont stylisés d'une manière qui peut être perçue comme esthétiquement attirante ou intrigante, malgré leur nature terrifiante. L'apparence juvénile de certains de ces personnages sont propices à la réinterprétation, même si la communauté des artistes de DeviantArt n'ont pas besoin de ça. La fiction offre un espace pour explorer des fantasmes et des scénarios que l'on ne souhaiterait pas nécessairement vivre dans la réalité. La sexualisation des personnages du creepypasta peut être une manière pour certains de naviguer et d'explorer des aspects de leur sexualité et de leur désir dans un contexte fictif sans conséquences réelles. Même si pour le coup, en tant que jeune, on avait tendance à tomber très facilement sur la communauté NSFW et par un concours de circonstances assez cocasse de parler avec Gérard, 48 ans, mono Discord. Personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner un peu de cette esthétique. Au bout du 10e AMV Creepypasta compilation avec la musique Monster de Skillet, j'ai commencé à souffler fort. Pareil, la tentative de meurtre au nom du Slenderman, on n'a pas l'impression comme ça, mais à l'époque ça avait causé une petite panique morale, les parents s'inquiétant de l'influence que ce genre d'histoire pourrait avoir sur leurs enfants. Pour ma part, je pense qu'il faut savoir prendre un peu de recul, c'est comme les fameux « les jeux vidéo rendent violents » et toutes ces phrases alarmistes. Dans le cas de Slenderman, les jeunes filles avaient déjà des problèmes mentaux qui ont été accentués par une fascination morbide pour le Slenderman, n'arrivant pas à faire la distinction entre fiction et réalité. Ça a conduit malheureusement à ce drame. De manière plus générale, certaines histoires de creepypasta impliquant des thèmes de folie et de dépression ont été critiquées pour la manière dont elles traitent ces sujets. Les critiques soutiennent que ces récits peuvent stigmatiser davantage les maladies mentales ou les représenter de manière irresponsable. You gotta take responsibility for that. I've been having to live with this every second of every day since it happened, and it's been, completely crushing on my conscience. And after a dizzying time of thinking, now I can just truly see that a great deal of what happened was my fault. Good. And, for realizing that.
Yeah, I didn't realize it before. Before I thought my brain was convincing myself that they're overblowing this, but no, I was being a terrible person. La communauté creepypasta, comme toute communauté sur cette terre, possède des individus dérangés en son sein. On peut citer comme exemple Adam Rosner, créateur de Tribe 12, une sorte d'histoire alternative basée sur l'univers de Slenderman, accusé de grooming, ou du moins de tentative de grooming et de pédophilie. Crips McPasta, créateur de contenu basé sur les creepypasta à plus de 2 millions d'abonnés, accusé de grooming envers une mineure de 12 ans, lui ayant demandé des nudes et des avances sexuelles, il avait 21 ans. Creepypasta Junior, même sauce, 638 000 abonnés, accusé de grooming et a complètement disparu depuis 2 ans. Bref, vous l'avez compris, certaines âmes franchement moisies ont profité de jeunes pour leur faire du grooming, ce qui est franchement dégueulasse. J'espère sincèrement que les personnes qui ont été victimes de ce genre de choses ont réussi à s'en sortir. Sur internet, il y a énormément de prédateurs et malheureusement, le milieu creepypasta était gangréné par ces déchets, ce qui a fini par personnellement me dégoûter. Couplé au fait que les histoires se ressemblaient de plus en plus et qu'elles étaient de moins en moins bien écrites, ça m'a enlevé tout intérêt pour ces histoires d'horreur que je prenais pourtant beaucoup de plaisir à lire et à écouter. Au début, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'étais remplie de nostalgie envers cette période de ma vie. À vrai dire, les creepypasta et les légendes urbaines m'ont énormément marqué et m'ont forgé en quelque sorte. Ça a été pour moi mes premières approches avec le monde de l'horreur, des nuits blanches à flipper que tel ou tel monstre débarque pour me fumer ma race, des soirées entières à regarder des vidéos de mecs qui racontaient des histoires flippantes avec des images stock, une musique d'ambiance creepy et quelques screamers quand c'était d'humour un peu malicieux. En grandissant et en perdant tout intérêt pour ces histoires, j'ai longtemps cru que les creepypasta avaient tout simplement disparu. C'est vrai qu'en 2010, au prime des creepypasta, on en voyait partout et quelques années ont suffi à tasser l'engouement. Vraiment. Il s'agit d'un thread, non pas sur Twitter, mais sur Reddit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Reddit, c'est un site extrêmement cool. On peut parler de tout qu'on aime, on peut voter pour étrange avec cette enfin bref, pire résumé de Reddit, mais yes, là-dessus, ça marche bien aussi. Alors j'espère que tout le monde n'a pas suivi ce truc-là à l'époque, sinon la vidéo sert à rien, ou au pire on va le revivre ensemble. Moi là je viens de le relire et je l'ai revécu, vraiment comme la première fois que j'ai vu. Génial. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'un film qui s'appelle La Place. En 2018, alors que je traînais sur YouTube comme à mon habitude, ne sachant pas trop quoi regarder, je tombe sur cette vidéo. Pendant cette période, j'ai pu voir fleurir des vidéos thread d'horreur, souvent basées sur des threads Twitter, des histoires comme Eiffel 1812, l'affaire de l'utilisateur Lost for Love ou encore tous les threads de Let's Not Meet sur Reddit, popularisés par des youtubeurs comme Squeezie, Feldup ou encore Aken, ont émergé et redonné un essor à ces histoires flippantes qui semblaient s'être étouffées. Fini les copier-coller de tueurs psychopathes ou de jeux vidéo hantés par des enfants morts. Maintenant, ce qui fait peur, ce sont les histoires supposées vraies, des gens vivant des situations en direct, demandant aux viewers ce qu'ils doivent faire à travers des sondages. Le viewer n'est plus simplement spectateur de l'histoire, il vit cette histoire alternative, cette ARG. ARG ou Alternate Reality Game, que l'on pourrait traduire en français par jeu en réalité alternée ou jeu en réalité augmentée, est un type de jeu qui utilise plusieurs formes de médias pour raconter une histoire et impliquer les joueurs dans une expérience interactive qui se déroule dans le monde réel, souvent en mêlant fiction et réalité. Les joueurs peuvent être amenés à résoudre des énigmes, à suivre des indices et à interagir avec des personnages fictifs ou des éléments de l'histoire via internet, des emails, des numéros de téléphone, des sites web ou même des événements en personne. Même si ce genre d'histoire a déjà été utilisé très tôt dans les années 2000, notamment avec des jeux comme The Beast qui a été créé pour promouvoir le film AA, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, l'engouement pour ces histoires qui se veulent immersives a vraiment explosé vers 2018-2019. Et je vais pas vous mentir, la première fois que je suis tombée sur des ARG comme The Sun Vanished, Local 58, Alan Tutorial ou encore H-Vlogs, bah franchement ça m'a fait trop plaisir. J'avais vraiment l'impression que cette trend de ma préadolescence avait évolué, avait inspiré des gens pour créer des histoires de plus en plus stylées et immersives, et ce côté devoir trouver des détails cachés, des easter eggs, des vidéos en non répertoriées, des sites amenant à d'autres secrets qu'il faut décoder, ça a donné un vrai vent de fraîcheur à la communauté horreur sur internet. Les creepypasta n'ont pas disparu comme j'ai pu le penser à un moment, elles ont juste évolué vers des histoires plus complexes, des histoires immersives où le viewer est vraiment mis à contribution pour décrypter tous les secrets de celle-ci. Et ça, bah je trouve ça juste génial en fait. J'espère franchement qu'on va continuer d'avoir des créateurs et des créatrices de contenu qui vont nous proposer des ARG aussi stylés que celles que j'ai données avant. Peut-être que ça sera vous,
le ou la prochaine qui va proposer un ARG sur YouTube. J'ai eu cette discussion-là avec des potes, et même avec certains d'entre vous qui sont venus me voir en privé, et qui me disaient qu'ils avaient envie de se lancer sur YouTube, mais qu'ils avaient peur de faire du réchauffé, ou de faire les mêmes contenus que d'autres youtubeurs qu'ils apprécient. Mais j'aimerais conclure sur ce point. Je pense que chaque personne a son œil sur une création, chaque personne a sa manière de penser, de raconter une histoire, et sa sensibilité. Si vous avez envie de parler de Cicada3301, mais que Feldup ou d'autres youtubeurs ont déjà fait une vidéo dessus, bah faites-le quand même. Si vous avez envie de parler de threads flippants, mais que des youtubeurs comme Paradox, Squeezie ou Poisson Fécond en font déjà dans la même veine, bah faites-le quand même. Si vous avez envie de créer des ARG dans le style analogique, mais qu'il existe déjà Local 58, Analog Archives ou The Mandala Catalogue, bah faites-le quand même. Chacun peut apporter sa patte, sa créativité. Faites ce qui vous plaît et ne vous mettez pas des barrières stupides car un tel ou un tel a déjà fait un truc similaire. Soyez créatifs. Je veux plus de petits créateurs et créatrices de contenu sortant des vidéos faites avec le cœur. Internet c'est ça, c'est se réapproprier des choses pour en faire d'autres choses différentes. Et surtout, s'éclater à créer. Depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, donc en début d'année, j'ai été vraiment agréablement surprise par vos retours, toujours positifs. Je lis tous vos messages, je lis tous vos commentaires et je prends vraiment à cœur que chaque vidéo que je poste soit meilleure que celle d'avant. J'essaye vraiment de mettre de la qualité dans ce que je fais et je vois que ça vous plaît et franchement, je suis vraiment très heureuse en fait de partager ça avec vous. Donc bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. À bientôt.